Il y a la famille Weasley dans Harry Potter, il y a les Indestructibles, il y a la famille Stark dans Game of Thrones, il y a les Skywalker, la famille Corleone, la famille Adams. Mais voilà, de toutes, je crois bien que Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie fondent la famille fictive la plus connue du monde. Oh la bonne idée, le tournoi des familles. Oh là là, vous préférez les Simpsons ou les Kardashians? Les Simpsons, c'est plus d'une trentaine de saisons, c'est plus de 750 épisodes, des centaines de prix dans tous les sens, une trentaine d'Emmy Awards. The nominations for Outstanding Lead Actor in a Comedy Series are... Bart Simpson, Ted Danson, Couture. Ils ont même leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est là depuis longtemps, c'est ancré dans les souvenirs de plusieurs générations, c'est un classique quoi. Et tout ce succès, on le doit à Matt. Matt Groening. Matt, il est né dans les années 50 à Portland, dans l'Oregon aux États-Unis. Quelques images du mood de cette époque. Voilà, on est dans le contexte. Sa maman, Margaret, elle est enseignante. Et son papa, Homer, il est réalisateur, publicitaire et dessinateur. Et oui, voilà, Homer le papa, Marge, Margaret, vous avez compris d'où vient l'inspi de Matt Groening. Il a aussi 4 frères et sœurs, dont 2 sœurs qui s'appellent Lisa et Maggie. Ok. Très jeune, Matt il sait déjà qu'il a besoin de dessiner, c'est son truc. Pendant ses études à l'université, c'est lui qui édite le journal de son campus. Du coup, il en profite pour y écrire et dessiner à l'intérieur. Après ses études, là on est fin des années 70, il a 23 ans et il part direction Los Angeles. Objectif, devenir scénariste. Alors il va d'abord respecter les règles de Los Angeles, hein, tu connais, tu veux devenir scénariste, très bien, tu vas devoir survivre en faisant la plonge dans les restaurants, en étant figurant dans des films, tu vas aussi vendre des CD dans un magasin de musique. Matt Groening va aussi être chauffeur, voilà, quelques petits jobs comme ça, certains plus flexibles que d'autres, ce qui lui laisse quand même un peu de temps pour concevoir sa première bande dessinée, Life in Hell. Et oui, quand on voit la gueule des lapins, ça fait bizarre un peu, les yeux, le nez, on dirait on n'est pas dans le même multivers, c'est bizarre. Mais en tout cas, on ressent déjà le style de Matt Groening qu'on retrouvera plus tard. Alors, Life in Hell, c'est pas vraiment une bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a pas de couleurs non plus. C'est plus une mini bande dessinée. Ce que les Américains appellent comic strip. Une suite de cases comiques. Voilà, comme celle-là par exemple. Mais pour que les gens puissent le lire, ça faut quand même l'imprimer, il faut le distribuer aussi. Alors pour l'impression, Matt, il va s'en charger lui-même, et là il y a plein d'imprimeurs. Et pour la distribution, il va s'en charger lui-même aussi. En fait, il a de la chance d'avoir bossé dans un magasin de musique à Sunset Boulevard. Ultra bien placé le bail. Et le magasin lui laisse exposer ses petites BD dans le rayon punk. Voilà, et la petite BD, elle est à 2$. Et il va se chauffer, Matt. Matt, il fait en sorte que Life in Hell sorte toutes les semaines. Et il n'y a pas de secret, c'est cette rigueur qui va faire la diff. Ça et aussi la couverture de ses comic strips. Voilà, c'est plutôt drôle et ça attire l'œil. Ouah, désolé depuis tout à l'heure, vous voyez des images de lapins et tout, mais vous savez pas de quoi ça parle, c'est quoi l'histoire? Bah en vrai, il y en a pas vraiment, et c'est aussi ça, le but d'un comic strip. Chaque planche va présenter une situation et se moquer d'un sujet général. École, famille, travail, amis, argent, politique. C'est pas l'histoire de ces lapins chelous qui compte, c'est le ton qui est important. Mordant, satirique, débordant d'humour noir. C'est pas juste MDR, un lapin avec une oreille et tout, non. Life in Hell, ça porte une vision et un humour plus froid, plus cynique, plus underground, plus punk. Voilà, c'est punk. Et c'est ce qu'aime Matt Groening. Mais en plus à cette époque aux US, particulièrement à LA, on est en plein dedans. Et cette attitude provocante, c'est aussi ce que cherchent certains médias avant-gardistes des années 70. Wet Magazine, ça en est un de médias avant-gardistes qui est important à cette époque. Et c'est en se baladant dans le rayon punk du Licorice Pizza à Sunset Boulevard qu'un rédacteur en chef du Wet Magazine tombe sur l'une de ses couvertures marrantes de Matt Groening. Le comic strip Life in Hell rejoint le magazine Wet. Magazine ultra hype à cette époque vraiment. Ce qui offre bien plus de visibilité au talent de Matt. Et alors là, ça y est. Matt il est à Los Angeles, il a la vingtaine et il commence à percer. Début des années 80, Matt sait que Life in Hell mérite d'être vu par bien plus de monde. Ça y est, c'est bon, les lecteurs hype de Wet Magazine, c'est cool, mais Matt il veut sortir de la niche. Alors il part rencontrer James Vowell. James Vowell, c'est l'éditeur, pas d'un magazine, mais d'un journal. Et quand on parle d'un journal, généralement, il y a plus de tirages. Immédiatement, on touche plus de monde. Le journal, c'est le Los Angeles Reader. Alors attention, c'est plus populaire que certains magazines, mais ça reste un journal alternatif, ok, un journal underground, c'est pas le Los Angeles Times quoi. Bon, et dans le bureau de James Vowell, donc, l'éditeur de ce journal, Matt lui présente ses histoires de lapins chelous, hype, Wet Magazine, tout ça. Et Vowell, il tombe immédiatement sous le charme de la bande dessinée et sous le charme de Matt Groening. Pour lui, ce gars-là, il va devenir super célèbre. Alors c'est validé, le Los Angeles Reader, alias le Reader, laisse une place à Life in Hell dans son journal. Et dans le Reader, Matt ne va pas juste dessiner Life in Hell. Il va aussi y rédiger des articles de musique. Parfois il prend ça très au sérieux, parfois il va rédiger des articles sur des morceaux qui n'existent même pas. Bon voilà, vous avez pigé le perso de toute façon. Ce double job dans le journal, ça fait que Matt il est constamment là-bas, c'est sa deuxième maison. Et sa nouvelle petite amie, il va aussi la rencontrer là-bas. Ce sera Deborah Kaplan. Deborah Kaplan, elle travaille en tant que vendeuse de publicité chez le Los Angeles Reader. Et elle va même quitter son job pour se consacrer pleinement à Life in Hell. Édition de livres, droits de merchandising, tasses, t-shirts, calendrier, cartes de vœux. Tout ça, c'est elle qui gère pendant que Matt, son mec, dessine.
Et Deborah, elle va pas juste produire des tasses et des t-shirts, non. Non, la meuf, elle est hyper douée en vente. Elle va même proposer Life in Hell à plusieurs centaines de journaux. Grâce à Deborah, ce que dessine Matt, ça n'est plus quelques milliers de lecteurs dans le Los Angeles Reader. Non, grâce à Deborah, Life in Hell, c'est des millions de lecteurs à travers tous les États-Unis. Matt Groening va même dessiner des publicités pour Apple Computer. Non, vraiment, là, les lapins de Matt, ça devient un vrai phénomène. Surtout lui, là, il fait délirer. Alors sa tête, frère. Et cerise sur le gâteau, devinez qui détient les droits de tout ça. Eh bien c'est Matt. Tout est carré, tout est propre. Bravo et merci, Deborah. Life in Hell plaît aux Américains. Et la suite logique pour une bande dessinée qui fonctionne aux États-Unis, on en a déjà parlé dans ma vidéo sur Marvel, allez la voir si ce n'est pas encore fait, eh bien c'est son adaptation à la télévision, son adaptation en dessin animé. Au milieu des années 80, la bande dessinée Life in Hell arrive entre les mains de James. James L. Brooke. C'est chiant les noms américains avec des lettres. James L. Brooke. Samuel L. Jackson, qu'est-ce que c'est moche, à chaque fois on dit ça. Samuel L. Jackson, frère. Bon, James L. Brooke, il porte plusieurs casquettes, parfois producteur, parfois réalisateur. Et la première fois qu'il porte celle du réalisateur, il remporte 5 Oscars. C'était pour son premier film Tendre Passion. 5 Oscars dont celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant, 5 Oscars pour un premier film. 5 Oscars. Jaloux, Sofiane. Évidemment, t'es jaloux, Sofiane. Mais en même temps, en vrai, c'est son premier film en tant que réalisateur. Il en a produit aussi avant. Voilà, c'est plus facile. Vas-y, je trouve des excuses, frérot, je trouve des excuses. À côté, James travaille aussi pour la télévision. Il fait plein de trucs pour le petit écran, mais ce qui nous intéresse là, c'est une émission qu'il va concevoir. L'émission, c'est une suite de sketchs à la Tonight Show, Late Night et Saturday Night. Bon, il y a tous les jours, frère, bon, vous connaissez. Bah, cette émission, elle est incarnée principalement par elle, Tracy Ullman, une actrice britannique. Et l'émission portera d'ailleurs son nom, le Tracy Ullman Show, et sera diffusée sur la chaîne télé Fox. Et celui qui fait en sorte que cette émission soit une bonne émission, c'est James. Il en est le producteur, c'est son rôle. Et dès les premières semaines de diffusion du Tracy Ullman Show, il sait qu'il va falloir varier les sketchs de l'émission. En France, on traduit ça par émission de variété, ça porte bien son nom. Il faut varier ce que le spectateur voit à l'écran pendant l'émission. Musique, sketch, danse, tout ça. Alors James, il se dit pourquoi pas? Pourquoi pas de l'animation? Pourquoi pas un dessin animé? Drôle, un dessin animé drôle. Et James, il aime vraiment beaucoup cette petite BD qu'on lui a offert, Life in Hell. Vraiment, ça correspond tellement bien au ton de l'émission. Cette BD, il faut en faire des petites pastilles, des bumpers, ils appellent ça. Allô Matt, viens on se rencontre, viens on discute de tes lapins, frérot. Voilà, James propose à Matt Groening d'adapter Life in Hell en dessin animé pour la télévision et ça bloque. Ça bloque parce que pour Matt, c'est pas du dessin animé pour les enfants son œuvre. Non, c'est de la bande dessinée. Life in Hell, c'est de la BD et puis merde, c'est toute sa vie ce truc. Quand James propose à Matt de faire de Life in Hell un dessin animé, Matt il entend, vu que c'est moi, James, qui vais produire et qui vais financer le dessin animé, tu comprends que je dois récupérer les droits. Voilà, c'est logique. Et ça, Matt, il peut pas. Il peut pas. Tout le travail de Deborah, toute sa liberté à lui aussi, tout ça, ça s'écroulerait sous ses yeux. Alors maintenant, si ça marche en télé, oui, c'est super, mais imagine 2 secondes si ça floppe. Si ça floppe, il perd ses droits et en plus, personne ne voudra de ses lapins. Plus aucun journal n'en voudrait, les tasses, les t-shirts, tout ça, ça s'écroule. Non, non, c'est mort, c'est mort. Mais il va quand même accepter un rendez-vous avec James. 5 Oscars pour un premier film, on n'oublie pas, hein. Un petit peu de respect quand même. Fin des années 80, Hollywood. Matt Groening s'apprête à rencontrer James L. Brooke. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir lui dire? Est-ce qu'il va lui dire « va te faire foutre, je garde mes lapins » Non, il peut pas. Il peut pas parce que si Matt fait ça, Matt devient aux yeux de l'industrie le dessinateur qui s'accroche beaucoup trop à son seul succès. Alors c'est pas grave, c'est pas un mal de faire ça, mais refuser une proposition de James et de la Fox, vu que l'émission est pour la Fox, c'est rude quand même. Et puis au fond, Matt il en a toujours rêvé de tout ça. Alors juste avant de rencontrer James et de refuser son offre, le dessinateur Matt Groening griffonne 5 personnages. Une fille qu'il nomme Lisa, comme sa sœur. Et puis tant qu'on y est, une deuxième fille, Maggie, comme sa deuxième sœur. Ouais, faut pas aller chercher trop loin, on a plus le temps là, le rendez-vous est dans quelques minutes. Alors Marge, presque comme sa maman, Margaret, et puis Homer, comme son papa. Et il manque un 5e personnage, un 3e enfant, le fils. On va l'appeler Matt. Ok, non, appeler le fils Matt, là ça devient un petit peu trop obvious, on va changer de nom, on va l'appeler Morveux. Morveux en anglais, c'est Brat. Petit anagramme un peu nul, Bart. Bart ça sonne bien. C'est l'heure, rencontrons James L. Brooke, le fondateur de la boîte de production Gracie Film. Et vous avez déjà vu l'outro de Gracie Film.
Matt il refuse de céder les droits de Life in Hell, mais en échange, il propose à James le concept de cette famille américaine immonde. Alors oui, ces croquis sont dégueulasses, mais James, il sait ce qu'il veut. C'est pas les lapins de Life in Hell qui l'intéressent, c'est l'auteur de Life in Hell. Alors que ce soit des lapins, des scarabées, une famille, on s'en fout, je prends. James, il est convaincu, il récupère les droits de cette famille et produit le premier court-métrage. Les caractères design de Matt Groening, bon, caractère design, c'est un bien grand mot pour dire frérot, c'est pas des caractères design, ça, c'est dégueulasse. Regardez! Non, c'est trop, vraiment. Mais vas-y, les dessins ratés de Matt, ils sont réutilisés à l'identique par les équipes d'animation. Tout est repris sans même faire l'effort de proposer autre chose. Non, il y a même la signature de Matt Groening, le M dans les cheveux d'Homer et le G dans son oreille, qui sont les initiales du coup de Matt Groening, et qu'il a caché dans le dessin original. Bon, ben même ça, ils l'ont recopié. Le coloriste, celui qui décide des couleurs du court-métrage animation, bon, ben il esquive immédiatement la couleur de peau humaine, parce que c'est trop bizarre de colorer tout en couleur de peau, y compris les cheveux. Parce que oui, dans le design de cette famille, les cheveux font partie de la tête, à part pour Marge. Alors si tu coloris tout comme ça, c'est trop bizarre. C'est tous des pouces. Du coup, ben on partira sur le jaune. Parce que pour le coloriste, c'est une famille modèle de blonds. Voilà, ils sont tous blonds. Donc on part sur du jaune. Alors à ce moment-là, Matt il se dit, mais ils sont débiles ou quoi? Tout ça investi sur ma mère, mon père, mes sœurs et mes dessins éclatés, mais ça va pas. En plus, ils ont filé ça à une vieille boîte d'animation qui a jamais vraiment fait des trucs de ouf. Bon alors plus tard, ils feront les Razmoquettes, ça rattrape un peu, mais ça c'est dans longtemps. Recentrons-nous en 1987, ok? Parce qu'en 1987, la poignée d'Américains qui a pris l'habitude depuis quelques semaines de se poser devant la nouvelle émission sur la chaîne Fox, eh bien ils découvrent pour la première fois Homer Simpson, horrible. Bart Simpson, immonde. Lisa Simpson, ok, il y a un truc. Marge Simpson, ouah, c'est quoi cette coupe de vache? Maggie Simpson, kawaii. Mais pourquoi ils sont tous jaunes? Peut-être tout simplement parce que ça n'est pas une couleur que tu as l'habitude de voir à la télévision. Le choix de cette couleur, ce jaune là, c'est voulu, c'est fait pour te marquer à vie. Le court-métrage Good Night, Bonne Nuit, se termine. Devant leur petite télévision, les téléspectateurs viennent de découvrir un truc qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et ils seront là, au rendez-vous, devant les prochains courts-métrages des Simpsons de Matt Groening sur la chaîne Fox. Quant à l'émission Tracy Ullman, ouais, on sera là au rendez-vous, mais on sera moins au rendez-vous que pour les Simpsons. Voilà, t'as compris Tracy, on va venir voir les Simpsons, puis ensuite on va peut-être zapper sur une autre chaîne. Hein, c'est pas contre toi, c'est juste que tu fais pas le poids face à ce qu'on vient de voir. I've gotta have those candy bars. But Bart, we don't have any money. There's gotta be a way. You better not be thinking of stealing those candy bars. That's it. Better not, Bart. So long, suckers. They got me. Chaque personnage est ultra distinctif, on reconnaît chacun d'eux juste grâce à leur silhouette. Mickey Mouse. Batman. So when it came time to create The Simpsons, each character I decided to see if I could draw them and make them identifiable in silhouette. Why? It's Bart Simpson. Et puis cette couleur là, jaune, qui a été choisie uniquement parce que la boîte de prod a voulu économiser sur ce projet-là et a donc acheté l'encre la moins chère du marché, l'encre jaune. En tout cas, les Américains, ils adorent cette famille et le succès d'une famille à la télévision et en dessin animé, c'est rare, mais c'est pas une première. Dans les années 60, il y a une autre famille animée qui a connu un grand succès, la famille Pierre à Feu. Partons à l'aventure, il faut attaquer les pierres à feu. C'était diffusé sur la chaîne ABC, waouh, je m'en rappelle, en France c'était diffusé sur RTF Télévision, juste après Top Chef. Pardon pour cette vanne, c'est même pas une vanne, mais pourquoi ça me fait rire Bon, c'est vieux en tout cas, voilà. Il n'y avait pas Top Chef avant en plus. Bon, et à cette vieille époque, chez ABC aux États-Unis, il y a Barry Diller. Barry Diller, sacré nom de famille, poteau. Bon, lui, il travaille chez ABC et il va vivre aux premières loges le succès de la famille Pierre à Feu. Après la chaîne de télé ABC, Barry Diller, il se construit une très belle carrière dans le domaine de la télévision et du cinéma. Il devient CEO de la Paramount Pictures, avant d'arriver à la tête de la Fox dans les années 80. Pour arriver à la tête de la Fox, poteau, faut connaître le secret de ce qui marche. Et Barry Diller, il connaît le secret. Le secret, c'est la famille Pierre à Feu. C'est sûr. Non, plus sérieusement, en arrivant à la tête de la Fox, il sait qu'il faut que cette chaîne, qui est toute jeune, hein, ah mais oui, j'ai oublié de préciser ça, la Fox, elle est toute jeune, elle a quelques années. C'est une toute nouvelle chaîne aux US et elle doit se démarquer. Alors Barry Diller, il va pas miser ni sur le noir, ni sur le rouge, il va miser sur le jaune. Oh, il y a des punchlines dans cette vidéo, frérot. Les Simpsons, ils sentent que ça peut être le nouveau Pierre à Feu. C'est un truc qu'on n'a pas vu ailleurs et il y a eu une audience. Les courts-métrages l'ont prouvé. Faut absolument faire de cette famille un dessin animé en première partie de soirée et fin des années 80. Barry, il donne son feu vert à Matt Groening et James L. Brooke. Constituez votre équipe, les gars. Fini les courts-métrages, on passe maintenant à des épisodes de 20 à 30 minutes.
Ouah, une vraie série d'animation. Là, Matt Groening entre dans la cour des grands. Alors il n'est pas tout seul, il est accompagné de James, mais aussi d'une troisième personne, qui sera aussi responsable du succès ou de l'échec des Simpsons, c'est Sam. Sam Simon, il est storyboarder de films d'animation. Et au fil de sa carrière, il va aussi devenir auteur et producteur, ça devient donc un showrunner. Et dans sa petite aventure, Sam y rencontre James, qui lui propose de travailler sur les courts-métrages des Simpsons en tant qu'auteur. Et le voilà maintenant considéré comme l'un des 3 showrunners du projet. Lui s'occupe principalement de constituer l'équipe d'écriture. L'équipe, la voilà. Ah ouais, que des mecs. Et ça, c'est l'équipe permanente. D'autres auteurs et autrices externes travailleront sur le projet, dont Mimi Pond, qui écrira le premier épisode des Simpsons, on en parlera juste après. Mais qui, à cause de Sam, ne rejoindra pas l'équipe de manière permanente. Parce que Sam, il a dit « No woman ». Voilà, il est un peu saut années 50, le Sam. En tout cas, il y a une équipe d'auteurs prête à travailler. Et de son côté, c'est important, James prend bien le temps d'expliquer à la Fox qu'ils n'ont et n'auront jamais aucun pouvoir sur l'écriture des épisodes. Pour que ça marche, il ne faut aucune censure, rien ne doit limiter la liberté artistique des Simpsons, et encore moins des gens dans des bureaux comme ça qui gèrent une chaîne télé familiale, non, surtout pas. Et alors, fin des années 80, à la toute fin vraiment, décembre 1989, les Américains découvrent le premier épisode des Simpsons sur la Fox. Ça s'appelle Noël mortel, c'est écrit par Mimi Pond, c'est produit par Matt, James et Sam. Petit extrait. Bien les enfants, vous allez me donner vos lettres. Je les enverrai demain à l'atelier du Père Noël au pôle Nord. Vraiment, il n'y a qu'un seul gros bonhomme qui nous apporte des cadeaux et il s'appelle pas Noël. Ce soir-là, les fans des courts-métrages Simpsons qui passaient dans le Tracy Ullman Show redécouvrent des personnages plus développés cette fois. Bon, et puis pour les nouveaux qui découvrent la famille toute jeune, c'est le coup de foudre. Les Simpsons viennent de marquer l'esprit de millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on vient d'entendre aussi. La musique de ce gars, c'est Danny Elfman, me hante le cerveau. Oui, parce que c'est dans cet épisode qu'on entend pour la première fois le générique des Simpsons. On écoute. Vous avez entendu, il est différent. Et le Danny, là, il a une très grosse carrière. La musique des Tim Burton, déjà. Ouais, c'est lui. Et Batman aussi. Et les Spider-Man de Sam Raimi. Il a fait quelques musiques dans les Spider-Man. Bref, ce mec, il a fait plein de trucs. Dès le début, la série est un carton. La première saison, c'est des millions de téléspectateurs et c'est diffusé le dimanche. Et la télé, c'est pas comme YouTube. Le dimanche, c'est pas un créneau à saisir. Non, non. Non, le best créneau en télé fin des années 80, c'est le jeudi soir. Là, le jeudi soir, là, ça rigole zéro. Et il y a de la concu. Et le champion sur ce créneau du jeudi soir, c'est le Cosby Show sur la chaîne NBC. Des sketchs d'humour hyper bien écrits, hyper marrants. Émission phare des années 90. Première sitcom conçue par un noir américain. Donc ouais, c'est top tier des émissions. Et la star du show, c'est lui, Bill Cosby, qui interprète le docteur Heathcliff Huxtable. Mais surtout, c'est le papa de la famille Huxtable. Il y a tout ce qu'il faut, une famille américaine, de l'humour, ça cartonne. Voilà. Et le créneau du jeudi soir, il est à lui. Alors quand la Fox annonce que la 2e saison des Simpsons arrive le jeudi soir chez vous, chers téléspectateurs, déjà James il est pas d'accord. Ouais non, James il s'y oppose, c'est trop dangereux, et quant à Matt Groening, il a l'impression qu'on envoie sa famille à l'abattoir. Et même en dehors des équipes de la Fox, la presse s'invite à la fête. Elle titre des articles genre Bart vs Bill, qui vaincra? Qui vaincra? Hein? Vient le jour du match, octobre 1990, ouais, je m'en rappelle comme si c'était... Faut que j'arrête avec cette blague, elle est nulle. Octobre 1990, premier épisode de la 2e saison des Simpsons. Aide-toi et le ciel t'aidera. En VO, c'est Bart Gets an F. Et pour ce lancement du jeudi soir, c'est cet épisode qui est choisi au vu de la popularité du personnage de Bart. J'ai embrassé la prof. Et ce jeudi soir, vous savez quoi? 1/3 des téléspectateurs américains regardent les Simpsons sur la Fox. C'est pas vraiment 1/3, c'est presque 1/3, mais ça suffit pour se placer légèrement au-dessus du Cosby Show. Les mauvais jours, il n'y aura plus jamais de mauvais jours, Marge. Il n'y a pas un nuage dans le ciel des Simpsons. Idem pour le 2e épisode des Simpsons, mais petit à petit, le Cosby Show reprend sa place de roi. Allez, retour au dimanche. On vient de perdre 1 minute de vidéo qui n'a pas fait avancer l'histoire. C'est pas vrai, je rigole. En vrai, c'est important parce que ce combat Bill vs Bart, il marque un tournant symbolique dans l'histoire de la série télé américaine. Fin des années 80, début des années 90, la famille est au cœur des séries comiques américaines. Avant d'en arriver à Ma famille d'abord, Malcolm, Modern Family, tout ça, cette recette de comédie américaine, sitcom, famille, tout ça, vous avez capté les mots-clés, ça existe depuis longtemps et ça cartonne. On retrouve cette formule dans le Cosby Show, dans Alf, il y a de ça aussi dans Le Prince de Bel-Air, dans La Fête à la maison et plein d'autres. Mais quand on observe bien ces familles américaines, on a le sentiment que, vas-y, tout le monde est beau, tout le monde est frais. Le papa, il est docteur, Will Smith, oh, vas-y, c'est trop grave. Et les Américains, ils adorent ça. Ils adorent, même si c'est pas vraiment eux qui sont représentés à la télé. Oui, parce que une famille, c'est pas vraiment ça. Dans une famille, chaque membre a ses propres défauts.
Dans une famille, il y en a qui s'aiment, il y en a qui se détestent. Une famille, c'est dysfonctionnel. Une famille américaine, une vraie famille américaine, c'est pas celle du Cosby Show. Non, elle se rapproche plus de celle des Simpsons. Des problèmes d'argent, d'alcool, d'éducation, c'est ça une vraie famille américaine. Une famille américaine, c'est une famille qui galère à Noël, comme Homer qui n'a pas sa prime de fin d'année pour acheter ses cadeaux. Cette année, j'ai pas eu de prime de Noël. J'ai essayé de m'arranger pour pas gâcher le Noël de tout le monde, mais malgré tout ce que j'ai fait, Hey, regardez un peu ce qu'on a ramené. Oh, un chien! Et ça, on peut le voir dès le premier épisode. Dès le premier épisode, ça parle de problèmes de thunes, ça parle de problèmes de couple. Les Simpsons, c'est un véritable reflet des familles américaines comme ils n'ont jamais eu avant. C'est un véritable miroir. Petit détail qui a son importance, mais dans les Simpsons, ils regardent la télé. Et oui, c'est pas pour rien que dans ce générique, t'as toute la famille qui s'installe devant la télévision. C'est une belle mise en abîme des familles qui s'installent devant la Fox pour regarder les Simpsons. Mais de toute façon, ce générique, il est rempli de détails cachés. Je pourrais faire une vidéo spéciale les détails cachés du générique des Simpsons. Je pourrais même faire une vidéo les détails cachés des génériques de séries. Voilà, c'est un truc que j'ai noté, t'inquiète, c'est prévu, c'est prévu. Bon, et puis même au-delà du générique, on voit souvent Bart et Lisa, et même Homer, regarder la télé, se poser devant leur émission préférée. Des émissions qui n'existent que dans les Simpsons. Et c'était rare, surtout dans les sitcoms de famille, de voir la télé à la télé en fait. Mais voilà, les Simpsons c'est le miroir des familles américaines, gardez ça en tête, mais aussi celui de l'Amérique, tout simplement. L'Amérique c'est pas Beverly Hills. L'Amérique que propose Matt Groening c'est des détritus dans les villes, des trottoirs fêlés, des chewing-gums par terre, des gens bizarres. Bon voilà quoi, ça se rapproche bien plus de la vraie vie, et pourtant c'est un dessin animé. Et c'est en grande partie ce qui va construire le succès des Simpsons. C'est une caricature de la vraie vie, et plus précisément une caricature de la classe moyenne ouvrière américaine. Il y a ça, il y a surtout le bousculement que ça a causé dans le monde de l'animation. Avant les Simpsons, les dessins animés c'est Transformers, c'est G.I. Joe, c'est des séries télé pour les enfants taillées pour vendre des jouets. Voilà, c'est des grandes publicités, des bails. On n'est pas là pour parler de harcèlement, de dépression, de mort, de politique, oula, non, non, non. Les dessins animés, c'est pour les enfants, et ça n'a rien à faire en première partie de soirée. C'est tout ça qui cause le succès des Simpsons, ça, et Springfield. Springfield. Qui ne peut pas s'identifier à Springfield? Nous, c'est vrai, pauvres Européens que nous sommes. Mais bon voilà, là-bas, le nom de Springfield, c'est un nom de ville auquel n'importe quel Américain peut s'identifier. Springfield, c'est l'Amérique profonde. C'est le centre Val-de-Loire, Springfield. La vraie force de cette ville, c'est qu'elle est flexible. Gotham, dans l'univers DC, Batman, tout ça, on peut le situer. Springfield, c'est dans le désert, c'est dans la montagne, c'est en pleine neige, c'est partout tant que ça nous représente. Et tant que Springfield reste un terrain de jeu libre pour Matt Groening et ses équipes. Oui, parce que n'oublions pas d'où vient Matt. Matt, il vient de la BD. Et l'art de la bande dessinée existe principalement pour une chose, caricaturer et critiquer un système. C'est pas pour rien que James et Matt ont tenu à garder une totale liberté sur les Simpsons. C'est aussi ça qui participe au succès de la série. Homer qui achète une arme à feu après des émeutes, bien sûr que ça ouvre le débat sur le sujet. Du moins ça stimule les questionnements dans les foyers américains, ils doivent se dire mais c'est vrai que c'est complètement débile et dangereux de filer une arme à un idiot. Bon là c'est Homer, mais nous on n'est pas idiot comme Homer. On n'est pas idiot comme Homer, si? Non. Oui, toi tu manges pas de la malbouffe comme les Simpsons, si? T'es pas victime de la pollution, t'en es pas la cause non plus. Tu sais cette pollution qui créera plus tard un poisson à 3 yeux qui existera vraiment d'ailleurs. J'en parle dans ma vidéo sur les prédictions des Simpsons, c'est une dinguerie ça. La marque de bière Duff. Sans transition. Fallait que je cale la référence, j'ai pas réussi à la glisser, sans transition. Mais en tout cas, l'environnement, c'est un sujet qui revient souvent dans la série. C'est aussi le cas de l'immigration. C'est aussi le cas des différentes ethnies. Dans les Simpsons, il y a un clown juif. Il y a un personnage afro-américain. Il y a un mafieux italien aussi. Luigi, Mario, approchez-vous d'eux. Très cliché. Bon, il y en a un, mon gars aussi. Lui, là, Apu. Ah, frérot, ils ont forcé. Hein. Évidemment, il a fait polémique. Logique. Et vous vous en doutez, les Simpsons, ils n'ont pas fait polémique qu'avec Apu, non. Non, à Springfield, il y a des hommes, ils s'embrassent aussi. Première fois qu'on voit ça dans un dessin animé. Imagine le scandale, on est dans les années 90. À Springfield, les politiciens, ils sont corrompus aussi. La police, elle est incompétente. Hé, j'ai un autre problème pour l'instant. Oh, misère, quand faut y aller, faut y aller. Allez, allons-y. Ça fait réfléchir. Les Simpsons, ça met aussi en évidence la violence dans les médias, qui est très critiquée avec la série que Bart et Lisa regardent à la télé. Alors le pitch c'est quoi? Le pitch c'est une souris qui mutile un chat. Voilà, c'est pas Twitter, mais quand même. Bon, les Simpsons, ils ont connu beaucoup de polémiques. On va pas toutes les citer, cependant il y en a quelques-unes qui méritent d'être présentes dans cette vidéo. Au début, le héros de la série, pendant les 3 premières saisons, c'est Bart. Et Bart, c'est pas Sacha de Bourg-Palette. Bart, c'est pas un exemple. J'ai pas vraiment pris le temps de savoir si Sacha c'était un bon exemple à suivre ou pas. Je sais pas, je prends un risque là, mais bon. En tout cas, l'attitude de Bart, elle est très critiquée. Bart, tu t'es mis à fumer, toi, hein? Non. Ne mens pas, fiston. Ah, des cigarettes, c'est bien ce que je pensais. Normal, les enfants aussi regardent les Simpsons et tout comme leurs parents, ils kiffent. Bart, c'est leur pote, alors quand ils tentent de réaliser une cascade mortelle en skate, là, certains parents, ils ont des doutes. Tu vois, ils sont là, fils,
J'espère toi tu joueras pas aux jeux vidéo plus tard quand ça existera. Et devinez qui pense la même chose. C'est Bill. Bill. Vous avez déjà oublié Bill? Bill Cosby, on en a parlé comme ça tout à l'heure, vite fait, mais il pète le seum, lui. Eh oui, c'était le roi du jeudi soir. Et Bart Simpson, lui là, un enfant qui n'existe pas, est venu lui voler sa couronne. Le temps de quelques épisodes, ok, mais quand même. Oh, c'est la honte, frérot. Bill, il est, je cite, colérique, confus et frustré. Bart, c'est un mauvais modèle pour les enfants. Non, il est aigri, le mec. En plus, fin des années 90, Bart, il est dans le Time 100. C'est le seul personnage fictif dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde. Et quant à Bill, qu'est-ce qu'il a fait, Bill? Bill, il a été condamné à plus de 3 années de prison pour agression sexuelle sur une adolescente. That he is a sexually violent predator, ordering Cosby be cuffed and immediately sent to prison. Aïe, je crois que Bart a gagné. Mais bon, vas-y, revenons dans les années 90, on s'éloigne. Quand Bill dit ça, Matt Groening lui répond que ça résume parfaitement Bart. Bart, il estime que la banalité est lassante. Alors il accomplit des actions que d'autres désiraient réaliser, mais qui n'ont pas le courage de faire. Commence saturation bombing! Bon alors Bart c'est le héros de la série depuis 3 saisons, ça je vous l'ai dit. Et il va ensuite petit à petit passer le rôle du personnage principal à son père, Homer Simpson. Homer Simpson il aura pour mission de faire de la série une série plus mature. Alors attention, pas mature en mode ça y est maintenant on dit plus rien, on se calme et tout, non. Mature en mode on cassait la tête aux parents, viens on va casser la tête aux politiciens maintenant. Ouais c'est mieux. Et en plus ils répondent, George H.W. Bush. C'est le père de George W. Bush. Le père il a ajouté un H parce qu'il voulait garder le pseudo pour son fils et tout. Donc il s'est ajouté le petit H, le fils. Par contre, après, de George W. Bush, il a dû ajouter un petit tiré du bas. Pour le... Oh là là, la blague. Je voulais la tenir jusqu'au bout, celle-là, mais vas-y. J'ai pas la chute. Un peu déçu, parce qu'elle est pas mal. Enfin, je vous jure, elle est pas mal. Ça, c'est une bonne blague. Bon, le père de Bush, il déclare qu'il préfère que les familles américaines ressemblent aux Walton, et pas aux Simpsons. Les Walton, c'est une famille dans la série La Famille des Collines, diffusée dans les années 70, à l'ancienne. Et Barbara Bush va même aller jusqu'à dire que c'est la série la plus idiote qu'elle ait jamais vue. Aïe, erreur! Barbara Bush a attaqué une série qui est du coup devenue plus mature. Réponse. Qui est là? Les 2 fils, George Bush Jr. et Jeff Bush, sans papa. Formidable. Bah, les garçons sont là, ils vont m'aider à trouver un plan pour Rudy et Simpson. Oh, George, tu n'as donc que cela à l'esprit. Ils viennent sûrement te demander une lettre de recommandation. Les garçons, où allez-vous? Allez, fiston, envoie la colle. Hey, ça te va bien, Georges! Alors des pics envoyés aux politiques, il y en a eu plein. Il y a eu plein de références à l'actu, à la pop culture aussi. Michael Jackson dans la peau de Kompowski, qui écrit et chante une musique pour Lisa. Happy birthday, Lisa! Les caméos d'Elon Musk, Donald Trump, Guillermo del Toro, regardez-le. C'est lui, là. Et Guillermo del Toro, grand réalisateur du genre fantastique, il a même réalisé des génériques de débuts spéciaux pour les Simpsons. Oui, c'est vrai que je suis obligé d'en parler de ce générique. On va pas pouvoir parler de tout, ok. On fera une vidéo dédiée spécialement sur les détails cachés des Simpsons. On en fera plein, même d'ailleurs, parce qu'on peut pas tout englober dans une vidéo, c'est pas possible. Ceci dit, oui, ce générique, il est sûrement top 1 all-time des génériques de série. C'est si rare de pouvoir proposer un générique unique à chaque épisode aux gens. Ouais, ça commence avec Bart qui s'envole, et depuis, à chaque épisode, il y a une nouveauté. Ça passe par des refs à Breaking Bad, James Bond, Game of Thrones, Rick et Morty. Non mais voilà, une nouveauté à chaque générique, c'est juste une idée de génie. Ce qui fait que chaque générique de chaque épisode des Simpsons est unique. Voilà, et ça crée une sorte de signature éternelle. Bon alors oui, ça coûte à la série, mais c'est tellement une bonne idée. Mais ça coûte. Impossible de pouvoir produire tous ces génériques en interne. Matt Groening, Sam Simon et James L. Brooke font appel à des animateurs et des scénaristes externes. Surtout que cette vanne, parce que c'est une vanne à la base, elle prend de plus en plus d'ampleur, ça devient sérieux parfois. Le téléspectateur, il démarre l'épisode et il se mange un court-métrage, mais quel bonheur!
Aïe. Mais voilà, pour se permettre ce luxe de pouvoir offrir ce joli cadeau au monde, bah il faut se payer des studios externes. Et les équipes des Simpsons, elles sont déjà nombreuses. Au départ, derrière les Simpsons, il y a 16 scénaristes qui se relaient. 16 personnes, rien qu'à l'écriture. Et le process, il est rodé, scénario, squelette, blague. Et puis voilà, les quelques éléments secondaires, chacun a son rôle bien défini. Ça tourne d'épisode en épisode, donc c'est trop cool pour les auteurs, ils font pas tous tout le temps la même chose. John Swartzwelder, Ouah, j'arriverai pas à le dire 2 fois, frérot. Bon bah lui, il a écrit 60 épisodes. 60! Voilà, je voulais juste le dire. Ensuite, après l'écriture, il y a la production. Doublage des comédiens, storyboard, animation, couleur, image par image, et en fin de chaîne, on a un épisode des Simpsons. Un épisode qui, faut le noter, contient des scènes parfois ambitieuses en animation. Ce genre de séquence là, c'est réservé au ciné normalement, c'est pas pour la télé, et encore moins pour une série d'animation. Mais combien de temps ça dure tout ça? En vrai, pour un épisode des Simpsons de A à Z, c'est seulement quelques heures, c'est ok. C'est pas vrai, c'est 6 mois. 6 mois pour une saison? Non, 6 mois pour un épisode. Alors, tous les épisodes sont produits en même temps, du coup oui, c'est pour toute la saison. Mais ça reste quand même 6 mois par épisode. S'ils voulaient faire plus court, bah, soit c'était trop cher, soit c'était pas possible. Et parmi tous les gens qui ont écrit ces épisodes, t'as des personnes qui sont devenues célèbres après. T'as Conan O'Brien, qui est devenu un animateur de Late Show américain. T'as Ricky Gervais. Ricky Gervais, c'est le créateur de The Office, voilà. T'as Seth Rogen et Evan Goldberg, eux, bon, c'est leur délire. Mais il y en a plein d'autres qui ont produit ou écrit des épisodes des Simpsons. Quant au trio des créateurs, Matt, James et Sam, milieu des années 90, l'un d'eux quitte le navire, c'est Sam Simon. Sam, il a contribué de fou à l'écriture des Simpsons et particulièrement à la profondeur des personnages. On lui doit aussi le chef Wiggum ou encore Monsieur Burns. Je vais en chercher une ronde. Allez, de Smithers, je me noie. Monsieur Burns, il sort de la tête de Sam Simon. Mais vas-y, ça collait pas trop. Avec Matt Groening, ils se disputaient souvent, donc ça a fini par se séparer. Voilà. En 2015, Sam Simon est mort, et il aura contribué énormément à la série, paix à son âme. Tout ça, ça part d'une bande dessinée, même pas, ça part d'un comic strip. Ouais, ça commence à faire vieux. La suite logique d'un comic strip, c'est la BD. Et la suite logique de la BD, c'est son adaptation en série d'animation. Et la suite logique de son adaptation en série d'animation, vous voyez très bien où je veux en venir, le film. Là, on est presque en 2000, fin des années 90. Les Simpsons, ça y est, tout le monde connaît, c'est bon. Et le film, ça fait longtemps qu'il est dans le tiroir. Matt, il s'était dit qu'il allait le faire, son film, dès que la première saison de la série serait terminée. Bon, le truc, c'est qu'encore aujourd'hui, les Simpsons, ça continue. Alors, ouais, le frérot, il allait attendre longtemps. Et vu qu'il était concentré sur la série, le projet ne s'est pas fait tout de suite. Alors au départ, le film, c'est quoi? Le film, c'est un film en live action. Voilà, avec des vrais comédiens et tout. Alors l'extrait que vous voyez tout de suite là, c'est l'un des génériques de début uniques des Simpsons. Et il est génial. Mais perso, je veux pas voir ça pendant 1h30. Moi, je suis pas fan, je n'aime pas, et vous non plus, vous l'aimez pas. Mais très vite, l'idée de produire un long film d'animation des Simpsons hante le studio de la série. Mais les cocos, ils doivent pondre un épisode par semaine. Qui aura l'énergie suffisante pour s'occuper du film, en plus de la série? Non, c'est trop difficile, surtout que les mecs là, c'est pas Disney. Et on va bientôt en parler de Disney sur la chaîne, ok? En plus, c'est les 100 ans là, donc. Et le studio des Simpsons, c'est pas Ghibli non plus. Et oui, on va en parler de Ghibli, ne vous en faites pas, c'est promis, ça arrive bientôt. En tout cas, le studio des Simpsons, ils ont des doutes. Ils savent pas si un film adapté d'une série d'animation, ça marche vraiment au cinéma. Y a aucune preuve. Jusqu'en 1999. Je peux avoir 5 tickets pour Terrence et Philippe dans les culs de feu, s'il vous plaît? Non. Mais pourquoi non? Parce que le film Les Culs de Feu est déconseillé au jeune public par la commission de censure américaine. Vous devez être accompagné par un parent ou un tuteur. Pourquoi? À cause de la vulgarité des dialogues. En suivant. South Park, c'est clairement l'enfant des Simpsons. On en parlera aussi sur cette chaîne et vous verrez que l'équipe de South Park, c'est pas celle des Simpsons. L'équipe de South Park, c'est bien plus taré. Chez South Park, ils prennent v'là les risques. C'était donc évident qu'ils seraient les premiers à arriver au cinéma. Alors, est-ce que South Park, le film, c'est un succès? Oui, clairement oui. Donc South Park ouvre la voie, c'est donc possible d'adapter une série d'animation au cinéma, et ça marche en plus, on a la preuve. Allons-y. Alors chez les Simpsons, maintenant il y aura 2 équipes. L'une continue la série, l'autre travaille sur le film et attention, ceux qui bossent sur le film n'ont rien le droit de dévoiler à ceux qui bossent sur la série. Flemme de bosser pendant des mois sur une séquence de scénario pour qu'un morceau finisse en télé 6 mois plus tard. Eh ouais, la télé c'est cool hein, mais là c'est le cinéma mon gars. En tout cas c'est très sérieux pour James et c'est très sérieux pour Matt Groening. Les deux là, ils sont ultra impliqués sur le film.
Et c'est cool, c'est l'occasion aussi pour eux de se retrouver sur les Simpsons. Ouais, parce que depuis le début des années 90, ils s'entendaient plus très bien. Du coup, ils ont arrêté de bosser ensemble sur les Simpsons. Voilà, ils sont un petit peu séparés, chacun dans leur projet. Du coup, les deux patrons se retrouvent et dès le scénario, vraiment, ils n'hésitent pas à déployer toute l'artillerie. Non, vraiment, observez tous ceux qui ont bossé sur le scénario. Hop, juste ici, on retrouve l'homme aux 60 épisodes. Lui aussi, il est là depuis le début, bon. Vraiment, c'est rare de voir autant d'auteurs derrière un texte, mais Matt et James, ils savent que c'est le plus important. Les Simpsons, le film, ça passe par une centaine de versions, comédie musicale, film d'horreur, pour finalement partir sur une comédie qui parlera d'écologie. Et au tout début des Simpsons, il y avait un gars qui était là, qui était consultant, il était là pour donner des conseils aux équipes des Simpsons. C'est Brad Bird, et il était là dès le premier épisode des Simpsons. Entre-temps, Brad, il a réalisé Le Géant de Fer et Les Indestructibles, Oscar du meilleur film d'animation. Voilà. C'est Brad Bird que Matt et James veulent absolument à la réalisation du projet, ça serait merveilleux. Mais Brad il est maintenant chez Pixar et il est sur son prochain film, Ratatouille. Oscar du meilleur film d'animation, ah vas-y frère, ça y est c'est bon. Qui va réaliser le projet des Simpsons du coup? Qui? Silverman? David Silverman? On n'a pas parlé de lui, mais c'est lui qui réalise les premiers Simpsons. Les tout premiers pendant le Tracy Ullman Show, c'est lui. C'est David qui conçoit aussi le générique emblématique des Simpsons. Ce serait parfait. L'histoire serait trop belle. Et en plus, depuis les courts-métrages des Simpsons, David il s'est pas arrêté là. Monstres et compagnie, c'est lui. Et donc les Simpsons, le film, ce sera lui. À la musique, Hans Zimmer. Voilà, de nouveaux personnages aussi. Schwarzenegger, un caméo de Tom Hanks. Il y avait aussi Edward Norton et d'autres stars qui étaient prévus, mais même pendant la production du film, le scénario a été remodifié des centaines et des centaines de fois. Alors Isla Fisher, Edward Norton, tout ça, c'est ciao, les années passent. 2007. 2007, on est loin du dessin de Matt Groening dans la salle d'attente des bureaux de James L. Brooke. 2007, là, c'est plus Life in Hell, dans le rayon punk du Licorice Pizza. 2007, juillet 2007, c'est le monde entier qui découvre les Simpsons au cinéma. Comment ce porc a pu laisser des traces là-haut? Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. Carton astronomique. Cartoon astronomique, voilà. Non, vraiment, c'est un carton, c'est la consécration pour les Simpsons. Tout le monde est content, la Fox, les créateurs, les équipes, et puis nous, les spectateurs. Là, je vous parle perso, mais vraiment, j'ai de très beaux souvenirs, moi, cette séance de cinéma, c'était waouh, c'était incroyable, c'était magnifique. Par contre, la suite, elle est moins cool. Même s'il y a eu un film, les Simpsons, ça reste avant tout la série diffusée d'abord sur la Fox, et puis ensuite partout dans le monde, comme chez nous sur W9 par exemple. Alors il y a eu Canal, mais je pense que c'est sur W9 qu'on a tous, quasiment tous, découvert les Simpsons à la télé. Voilà. Bon, la série, elle s'écroule. L'audience chute d'une saison à l'autre. Et il y a une raison évidente à ça. Déjà, l'équipe se dissout, les 3 créateurs ne sont plus là, il reste moins de la moitié des scénaristes originaux. Voilà, chacun a ses projets, même Matt Groening bosse sur son nouveau petit bébé. Et puis les Simpsons, dans les années 80-90, quand ils font face aux sitcoms américaines, c'est novateur, c'est frais. On l'a vu dans cette vidéo, c'est provoquant, c'est mal poli, ça donne envie de les suivre. Mais au vu du succès des Simpsons, ceux qui ont grandi avec, ils s'en sont très vite inspirés, c'est normal. Maintenant, ça propose des séries d'animation bien plus provocantes que les Simpsons. On parlait de South Park, ça en fait partie, mais les Simpsons, ça a permis aujourd'hui de faire exister Family Guy, American Dad ou même Futurama en vrai. Et en plus, aujourd'hui, les Simpsons, ils se doivent de continuer d'être familial et transgénérationnels. Alors que les Griffins, ils s'en foutent, font ce qu'ils veulent. Rick et Morty, pareil. Là, les Simpsons, ils sont moins audacieux et ça plaît moins aux spectateurs. Normal. Alors ils tentent des choses, parfois ils tuent même des personnages importants. Voilà, ça augmente l'audience le temps de quelques épisodes, mais c'est trop éphémère. Alors par contre, l'avantage des Simpsons, c'est que la série, elle n'a pas de fin. C'est fort de se dire que Maggie, elle sera toujours bébé. Même dans un siècle, ça bougera pas. Et ça, c'est la vraie force des Simpsons. Tant que ça fonctionne, il n'y a aucune raison, du moins artistiquement, d'arrêter. Voilà. Le seul moment où ça va devoir s'arrêter, c'est que financièrement, c'est plus possible. Bon, après plus d'une trentaine de saisons, ce sont aussi les voix des personnages qui prennent de l'âge. Dan Castellaneta, la voix de Homer, il a la soixantaine, bon ça va encore. Nancy Cartwright, la voix de Bart, ou Judy Kavner, la voix de Marge, plus de 70 ans. Un jour, on va perdre les voix principales et certaines ne sont déjà plus là. Par exemple, celle de Marcia Wallace nous a quittés en 2013. C'était la voix de la maîtresse de Bart. Et bien sûr, impossible de ne pas faire un shoot-out à notre VF, qui est époustouflante. Je te rappelle qu'on a rendez-vous avec Matt Groening.
Mais Marge, c'est mes épisodes préférés. Qui est pour Matt Groening la meilleure adaptation en GG. Philippe Pétieux et Véronique Augereau. Homer et Marge, quel couple magnifique IRL, c'est fou. Et Aurélia Bruno, Nathalie Bien-Aimée et Joël Guigui. Merci pour tout. Chez nous, c'est vous les Simpsons. Merci. Avant de finir la vidéo, récemment, il y a eu une décision. Récemment, Homer a déclaré qu'il n'étranglera plus son fils, comme il le fait depuis de nombreuses saisons. Whoa, that's quite a grip. See, Marge? Strangling the boy has paid off. Just kidding, I don't do that anymore. Oh non, oh là là, on peut plus rien dire. Oh frérot, ça fait déjà 4 saisons, il étrangle plus son fils. Mais tu connais, on est obligé de râler. Et l'équipe de la série a réagi, ils ont fait un tweet avec un dessin qui se moque justement de la polémique. Voilà, je trouvais ça mignon, fallait que je le glisse. La série, elle continue toujours de susciter le débat, la contradiction, elle continue de surfer sur l'air du temps. La licence, elle a connu plein d'adaptations, que ce soit en jeux vidéo, bon là c'est pas trop le sujet, mais on pourrait en parler des heures des jeux vidéo des Simpsons. Les Simpsons, ça existe aussi sous forme de parc, et bien sûr sous toutes les formes possibles et inimaginables de merchandising. Aujourd'hui, elle continue, elle est dispo sur Disney+, après le rachat de la Fox par Disney, qui était prévu. Prédiction visible dans les Simpsons. Bon, et le showrunner des Simpsons actuellement, c'est Al Jean. Voilà, un pionnier, mais il a pas lâché, il est là depuis le début le frérot. Et il va continuer de mener les Simpsons de saison en saison, 1000 épisodes de prévus à skip. Matt Groening, il a pondu là une œuvre qui continue d'exister après 3 décennies. Homer, Marge, Maggie, Lisa, c'est sa famille, c'est sa vraie famille. Et Bart, c'est lui en fait. Les Simpsons et même Life in Hell, ce sont des œuvres fidèles à lui-même. Et c'est pour ça que ça a marché et que ça continue d'exister. Restez fidèles à vous-même le plus longtemps possible et jusqu'à la fin si vous le pouvez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.